Quels sont les principaux risques après une greffe? Après une greffe ou avant ou pendant? Alors, ben, la greffe capillaire, c'est une chirurgie. Mhm. Donc, comme toute chirurgie, il y a des risques inhérents à l'anesthésie, mais des risques aussi par rapport à ses antécédents médicaux. Donc, c'est très important de signaler, généralement lors des consultations, on demande, dans tout un formulaire, on demande aux patients les antécédents médicaux, les allergies, hein, parce que si vous êtes allergique à X, Y produit, si on vous injecte ce produit, ça peut vous tuer. Donc c'est important de considérer que ça reste de la médecine, ça reste la chirurgie. Et donc, comme toute chirurgie, le risque, il n'y a pas de risque zéro. Mais puisqu'on fait souvent, on est en face des gens jeunes, des patients en bonne santé, les risques sont minimums, mais ils ne sont pas zéro. Donc, on doit apprécier les risques. C'est essentiellement les risques d'allergie. Est-ce que le patient a des problèmes cardiaques? Est-ce qu'il a des problèmes de coagulation? Est-ce qu'il a des problèmes respiratoires? Tout ça va permettre d'évaluer le risque et de savoir est-ce que ce patient va supporter. Si on a des, il faut souvent rester allongé pendant longtemps. Si on a des problèmes à la colonne vertébrale, c'est aussi des risques que la chirurgie, que le patient en pleine chirurgie ne se sente pas bien et tout ça. Donc, on évalue les risques avant. Pendant l'opération, les risques sont essentiellement dus aux produits qu'on peut utiliser. Donc, éviter la toxicité des produits, faire un nombre de greffes pas trop important, parce que si il faut injecter beaucoup d'anesthésion, on peut très vite arriver à des doses toxiques. Après l'opération, c'est s'assurer que le patient va partir, va prendre soin de sa greffe et que prendre soin de sa greffe et qu'il ne va pas y avoir des infections. Comment la technologie elle a évolué dans le domaine de la greffe au cours de ces dernières années? Alors, la technologie a évolué. Il faut savoir que les premières greffes ont été faites déjà dans les années 20, hein, Oh. au Japon. Puis, avec la guerre, les études et les publications du Japon ne sont jamais arrivées par ici. Donc, c'est vraiment vers 1950 qu'un chirurgien dermatologue new-yorkais, Oren Trick, qui fera les premières greffes. Donc, c'était essentiellement, ils utilisaient des punches pour prendre des cheveux. C'était des gros, Hmm. on appelait ça des champs de poireaux, Ouais. hein, qu'on mettait, et puis les gens étaient contents d'avoir les cheveux, ils pouvaient. Et donc, esthétiquement, c'était très, très mauvais, c'était très laid, mais bon, à l'époque, c'est ce qui se faisait. D'ailleurs, les anglophones appelaient ça plugs. Hein. Beaucoup continuent à appeler ça plugs jusqu'à aujourd'hui parce que hein, c'était vraiment ça. Ouais. Et, euh, et donc, entre 58 et vraiment, c'est vers la fin des années 80 qu'on a découvert que les cheveux poussaient par groupe de un 2 3 et on a commencé à individualiser maintenant ces cheveux. Donc, c'est ce qu'on appelle le follicular unit transplant. Et ça, c'est docteur Limer, Bobby Limer, qui a été le premier dans les années 86 à faire de la dissection des cheveux au microscope et Wow. d'individualiser les cheveux de un, de 2, de 3 et de présenter le résultat qui était vraiment bluffant, naturel. On sortait de ce plugs, cheveux où il y en avait parfois 10, et maintenant on va un cheveu où il y en avait un, et puis deux. Et puis, il y a eu toute une évolution après pour pouvoir vraiment commencer à étudier les lignes frontales chez les sujets n'ayant pas de perte de cheveux, pour voir comment est-ce que les cheveux étaient répartis, les cheveux de un, les cheveux de 2, les cheveux de Hmm. 3. Hein, et puis, il y a eu des livres qui ont été écrits sur comment design a hairline en fonction
de l'ethnicité et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment dans les années je dirais 90, 90. Et au début des années 2000, à l'époque, et puis c'était surtout des chirurgies où on prenait une bandelette. Donc on coupait, et puis on suturait, on prenait la bandelette et on disséquait les cheveux au microscope. Et donc c'est vers la fin des années 90 que une technologie est venue d'Australie où on prélevait cheveu par cheveu en utilisant un petit poinceau là, qui a la taille de 1 millimètre, moins d'1 millimètre, on prélevait cheveu par cheveu. Et c'est ça qui a fait que ça a révolutionné la greffe. Parce qu'à ce moment-là, c'était une opération sans cicatrice. Donc, on pouvait se permettre de garder ses cheveux courts sans problème. Vous voyez, les gens qui ont fait ça, ben, ils sont obligés de garder les cheveux longs. Vous voyez, par exemple, Jamie Foxx, lui, il a fait carrément un tatouage derrière la tête pour pouvoir camoufler, cacher la cicatrice. Ouais. Hein? Et donc, problème. Vous voyez, les gens qui ont fait ça, ben, ils sont obligés de garder les cheveux longs. Vous voyez, par exemple, Jamie Foxx, lui, il a fait carrément un tatouage derrière la tête pour pouvoir camoufler, cacher la cicatrice. Ouais. Hein? Et donc, euh, cette technique, on appelle la FUE, où on prend cheveu par cheveu, c'est vraiment dans les années 2000. Et en 2000, je dirais après 2015, les choses sont devenues beaucoup plus populaires parce qu'il y a eu des joueurs de foot comme Wayne Rooney qui a fait ça, qui a montré ça sur ses réseaux sociaux et donc tout le monde commençait à en parler. Les tabloïds en ont fait des tonnes et des tonnes de papier en Angleterre et puis le marché de la Turquie a commencé et donc les gens commençaient à partir. Mais donc c'était une belle technologie où vraiment le but c'était de préserver la zone donneuse. Mais avec la Turquie, ça a été maintenant une catastrophe parce que maintenant on le faisait vraiment à tour de bras et on a détruit beaucoup de gens et ça continue. Mais l'évolution, c'est qu'il faut vraiment considérer la greffe comme une chirurgie et respecter cette zone donneuse parce que ce sont des ressources qui sont limitées et ne pas toujours tout prélever parce qu'on veut couvrir. Il faut toujours penser au lendemain parce que l'évolution de la perte de cheveux, comme j'ai dit, elle se fait dans le temps. Donc, on a une calvitie aujourd'hui, demain, elle risque de descendre, elle risque de progresser. Et donc, voilà. Justement, en parlant de la Turquie, j'ai quelques hommes qui sont venus vers moi parce que 6 mois après la greffe, leurs cheveux étaient retombés. Ils commençaient à voir en fait que c'était clairsemé. Donc j'imagine que le diagnostic n'a pas réellement été Voilà. Le fait problème, c'est avant. le diagnostic. C'est ça. Ok. Le diagnostic, toute perte de cheveux ne nécessite pas une greffe. Hmm. Et s'il y a des pertes de cheveux, et si quand bien même on va faire la greffe, il faut comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là perdaient les cheveux au départ. C'est ça. Parce que si on ne comprend pas, ben on va prendre des cheveux là, on va mettre, le problème va continuer. Hmm. Comment expliquez-vous aujourd'hui que les femmes afro soient justement le plus concernées par ces problématiques d'alopécie? Donc vous avez parlé du Hein? marché capillaire, hein. Mais est-ce que du coup ça montre qu'aujourd'hui il y a une problématique par rapport aux cosmétiques qu'on nous propose? Ou peut-être, je sais pas, aux mèches ou au tissage? Mais en fait, les canons de beauté ont fortement changé. Hein? Moi, j'ai grandi dans les années 80. Les femmes, elles se faisaient les tresses qui montaient vers le haut sous forme d'antenne et c'était fait au fil. Et Hmm. c'était jamais tiré très fort. C'était généralement des grosses. On faisait 5-6 sur la tête et le défrisage était quelque chose de pas très courant. Hein. On le faisait occasionnellement. Et la plupart des écoles, que ce soit en Afrique, la plupart des écoles, chez les cathos, les femmes coupaient les cheveux et ils avaient les cheveux courts. Et puis voilà. Donc c'est que pendant les vacances scolaires qu'elles maltraitaient leurs cheveux un peu, qu'elles les laissaient, mais lorsqu'elles retournaient à l'école, elles coupaient. Donc, et puis vient MTV et tout.
les danseuses et les chanteuses américaines euh, avec des cheveux longs, avec des cheveux ondulés, avec des cheveux... et, et ce que les gens oublient, c'est que aux États-Unis, il y a quand même un fort métissage. Donc, on n'a pas toujours les mêmes cheveux. Les gens ont très vite pris ce problème et commencé à faire des extensions tout le temps, ne laissant finalement plus jamais ses propres cheveux reposer. C'était des coiffures de protection, comme on les appelait, Ouais. mais finalement, ce n'est plus des coiffures de protection parce que si toute l'année on est en mode comme ça, ben, il ne faut pas s'étonner que l'addition soit présentée à un moment donné. On ne peut pas martyriser ses cheveux pendant 20 ans, 30 ans et espérer ne pas payer une certaine addition. Et cette addition, elle se paye sous forme d'alopécie de traction, sous forme de brûlure du cuir chevelu. Je vais vous expliquer. Euh, la femme noire, c'est la seule au monde qui va utiliser des produits, des tartrans, et se tartiner sur le cuir chevelu. Lorsqu'on prend les produits des tartrans pour, par exemple, nettoyer ses toilettes, c'est bien écrit qu'il faut mettre les gants. Il n'y a personne qui détarte ses toilettes en utilisant ces produits sans mettre les gants parce qu'on se dit que ça ne peut pas toucher la peau. Mais la femme noire, c'est la seule qui prend ce produit-là parce que c'est de la soude caustique. Totalement vrai. Et qui se l'applique sur le cuir chevelu. Hein? Et parfois, ça commence à brûler, mais je ne sais pas, dans l'imaginaire collectif, on s'est dit, il faut que ça brûle encore bien pour que ça... Exactement. Surtout celles qui ont les cheveux crépus, il faut encore que ça brûle parce que... Ben, en fait, c'est une brûlure chimique qui est en train de se passer sur les premières couches de la peau. Et on accepte ça. Ok, on peut avoir du bol, on a juste une brûlure chimique, on perd peut-être quelques cheveux, mais le problème, c'est qu'on refait ce cycle-là chaque 3 mois, certaines pendant des années. Alors, ça veut dire qu'on brûle la couche superficielle de la peau. Mais il faut savoir que les cellules germinales qui sont à la base du renouvellement des cheveux, elles sont à plus ou moins 2-3 mm de la surface. Donc, lorsqu'on brûle constamment, il arrive à un moment donné où on a brûlé aussi les cellules germinales. Et c'est ce qui explique que les cheveux ne savent plus pousser, ou carrément des trous complètement, parce qu'on est finalement arrivé à cramer tout. Donc, ça c'est un premier problème, le défrisage. Que ce soit le lissage brésilien, japonais, tout ça, c'est la même chose. C'est l'utilisation de produits chimiques pour pouvoir lisser ses cheveux. Donc, ça c'est à proscrire, parce que le problème c'est que finalement, une bonne partie des femmes noires ne savent même plus comment prendre soin de leurs cheveux naturels. Parce qu'elles ont pris l'habitude d'utiliser ces produits, et donc lorsqu'on leur dit la première chose en consultation, vous devrez arrêter ça. Mais comment est-ce que je vais me coiffer? Comme si avoir ses cheveux naturels et se coiffer, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Donc ça, la première chose. Deuxième chose, l'utilisation des extensions. Les extensions, ce sont des protéines. La kératine, la fibre du cheveu, la kératine, c'est une protéine. Donc, de la même façon qu'on peut être allergique aux poils de chien, aux poils de chat, donc on peut être allergique à la protéine de cheveux, que ce soit les brésiliennes, les malaisiennes, ou tout ce qu'il y a sur le marché qui coûte cher. C'est pas parce que ça coûte cher qu'on ne peut pas être allergique à ça. Et généralement, le premier signe d'allergie, c'est les démangeaisons. C'est pour ça que c'est pas normal que ça démange, qu'on fasse ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des démangeaisons? C'est qu'il y a une réaction inflammatoire de l'organisme. Donc,
le corps réagit et il y a de l'inflammation. Mais le cheveu n'est pas fait pour baigner dans un environnement inflammatoire. Et donc, s'il baigne dans cet environnement, puisque dans le sang qui est autour du cheveu, il va y avoir de l'inflammation, ben le cheveu va finir soit par ne plus très bien pousser, hein, ou par plus en plus fin, et puis il finit par tomber. Donc, que ça soit extension, n'importe quoi, voilà. Donc, maintenant, vous imaginez que la femme noire, elle combine extension et défrisage. Donc, le cocktail Molotov, hein, qui fait que finalement, lorsqu'on a défrisé les cheveux, on a enlevé toute l'eau, parce qu'il faut savoir que le principe du défrisage, en fait, on enlève les molécules d'eau des ponts disulfure du cheveu. Or, le cheveu afro a le contenu en eau le plus faible par rapport aux autres races. Donc, ça veut dire qu'on le déshydrate. Et puis maintenant, ce cheveu qui est déshydraté, donc il est cassant. Après, on le tire avec des extensions, on le soumet à différentes agressions, que ce soit la chaleur, que ce soit la traction, ben, il finit par casser. Et l'autre phénomène, mais la colle c'est fait pour mettre sur les papiers et sur du bois. On ne met jamais la colle sur la peau. Hein? Maintenant, on fait les perruques où c'est tartine la colle. Et évidemment, on peut faire beaucoup d'allergies sur les colles, parce que ces colles-là, ce ne sont pas des colles qui sont fabriquées pour la peau. Il faut savoir, ce ne sont pas des colles fabriquées pour la peau. Il n'y a pas de colle pour la peau. Hein? Ça n'existe pas. En médecine, il n'y a pas de colle pour la peau. Hein? Et donc, voilà, on se tartine la colle et puis on met la perruque. Et puis on pense qu'il ne va pas y avoir de problème. Il y a des problèmes. Donc, vraiment, il faut se réapproprier ces valeurs, les soins capillaires, comprendre. La procédure de greffe, est-ce qu'elle a une implication par la suite sur la santé ou pas du tout? Non. Non. Parce que c'est de l'autogreffe, c'est votre propre cheveu, vos propres tissus qu'on l'on transfère. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème ou d'implication, de problème de santé par rapport à la greffe, non. Et du coup, tout à l'heure, vous parlez de FUE, FUT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, la FUE, c'est le prélèvement. Les cheveux, comme je vous ai dit, les cheveux poussent par groupe. 1, 2, 3. Et donc, le prélèvement de cheveu par cheveu, c'est ça qu'on appelle l'extraction, donc l'unité folliculaire qui est extraite. Et la technique, c'est ça qu'on appelle la FUE, Follicular Unit Extraction, où on prend les cheveux individuellement. La FUT ou la bandelette, c'est que on coupe une bandelette et lorsqu'on sort la bandelette, eh ben, c'est un morceau de peau avec des cheveux. Il faut maintenant disséquer dans ce morceau de peau pour prendre les cheveux, les individualiser un à un. La dissection se fait généralement au microscope. Donc c'est ça qu'on appelle follicular unit transfer ou follicular unit strip surgery. Vous avez obtenu un diplôme de chirurgien et obstétricien à Louvain, c'est bien ça? À l'Université catholique de Louvain, oui. Capillaire aujourd'hui sur le marché de la cosmétique. Mais les produits capillaires, Vous en pensez quoi aujourd'hui? il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger tout simplement parce que lorsque je vois que ce soit les gens qui présentent les produits, la plupart des produits, personne ne les a testés. Les gens les ont fait dans leur cuisine derrière. Donc, il y a zéro test de stabilité. Un produit, il est censé périmer. Combien de temps il va rester? C'est pas parce qu'on utilise des huiles essentielles que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes. Il y a des huiles essentielles qui sont toxiques. Donc, il faut le savoir. Et lorsqu'il n'y a pas de concentration, de calcul de concentration, on met juste à la louche 2, 3 trucs. Donc, dans les produits, il y a
parfois des choses qui ne sont pas bonnes, hein, des dérivés des silicones, beaucoup de parfums, hein, qui créent quand même pas mal d'allergies. Oui, les produits naturels à base de beurre de karité et tous les autres trucs, mais il faut savoir, le karité, il fonctionne chez certaines personnes, il ne fonctionne pas. Exactement. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est du beurre de karité que ça va fonctionner chez tout le monde. Ou de l'huile de coco. Ou de l'huile de coco. Ou... Donc, il faut arriver à avoir les professionnels qui vont vous conseiller en fonction du type de cheveux que vous avez. Hein. Même dans les afro-descendants, tout le monde n'a pas les mêmes types de cheveux. Les cheveux sont bouclés d'une certaine façon. Et donc, c'est pas parce que le beurre de karité fonctionne bien chez votre tante qu'il va fonctionner chez vous. Donc, ça, c'est le message que je... Donc, il y a beaucoup de choses, mais il faut déjà essayer d'aller vers les produits naturels. Mais même dans les produits naturels, c'est pas parce que c'est un produit naturel que c'est un produit qui va être safe pour la santé. Donc, il faut... Donc, est-ce que vous conseillez plus de faire des petites tambouilles ou est-ce que vous conseillez quand même de s'orienter vers des produits naturels, biologiques Naturel, sur le plutôt marché? biologique, mais d'avoir l'habitude d'aller voir un expert, de voir les trichologistes pour ne fût-ce que faire un peu une analyse de son cuir chevelu pour savoir est-ce que vous avez un cuir chevelu sec, est-ce que vous avez un cuir chevelu qui est un peu gras, est-ce que vous avez un cuir chevelu qui est entre les deux. Hein? Donc en fonction de ça, est-ce qu'on peut mettre les living conditioners que les gens aiment parfois laisser sur le cuir chevelu, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc le choix du produit va être aussi fonction du choix du cuir chevelu qu'on a et tout ça. Donc il y a des choses qui hydratent bien pour certaines personnes qui ne hydratent pas bien pour d'autres. Et d'aller vers les trichologistes. Je travaille avec une ici, donc généralement chez elle que j'envoie les patients. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci C'était d'être venu. très, très enrichissant. Merci beaucoup, docteur.